Bonjour Elisabeth de Cagny, c'est Mike Aldébaran. Je te reçois à l'occasion de ton dernier livre et aussi pour retracer un peu ton parcours, plein de choses, plein d'anecdotes au niveau des mystères, au niveau de pas mal de choses. Donc tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert un peu ce monde-là. Bon, je pense que depuis toute petite tu as été intéressée par tout ça. Mais c'est venu peut-être par la suite vraiment de t'investir dedans en fait. Bonjour Mike, depuis toute petite, oui, je croyais aux fées et dur comme fer, au lutin, parce que je voyais des drôles de trucs, à vrai dire, qui étaient tout petits. Et quand je perdais un truc, je disais à maman, c'est le lutin qui m'a piqué mes affaires. Donc ça se passait plutôt mal, parce que le lutin, ça marchait pas. Et puis, j'ai effectivement vécu pas mal de phénomènes paranormaux. Donc, effectivement, comme j'ai l'esprit curieux et puis que j'aime bien savoir comment ça marche, eh bien, je me suis intéressée à la chose et j'ai cherché. Et en cherchant, ça prend de l'ampleur parce que ça touche à peu près à tout. Donc, on part dans toutes les directions. Bien sûr. Et j'en suis arrivée là, j'irais presque logiquement. Donc tu t'es intéressé donc aux faits, à la mythologie, à tout ce qui est légende aussi, à tout ça. À tout. À tout. Samy et puis Vell, moi, par exemple. Pardon ? Samy Vell qui écrivait beaucoup dessus. Je connais pas, j'ai une lacune. C'est de la mythologie en fait, sur les faits, sur les légendes. Non, les faits, moi j'ai regardé. Je me suis intéressée beaucoup aux légendes celtiques. Ah oui. J'étais assez passionnée par les druides. Et quand je faisais du latin, je sais pas comment ça se fait, César avait peur des druides. Et il y avait eu un texte là-dessus, parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient de gros pouvoirs. Et j'étais tombée sur un texte là-dessus et ça m'avait interpellée. Donc je suis partie sur les druides, les druidesses, j'ai fait des tas de recherches là-dessus. Puis ensuite je suis allée sur les cartulaires. Alors, les cartulaires, c'est quelque chose d'assez spécial. Ce sont des documents qui sont attachés à chaque abbaye. Et en tombant sur celle de l'abbaye de Chartres, notamment, en faisant des recherches sur un truc architectural, eh bien, je suis partie, j'ai fait des découvertes absolument incroyables sur tout ce qui est celtique en France et toutes les tribus celtiques françaises, puis il y en a partout finalement. C'est un pays celtique avant tout, et jusqu'à Paris, pratiquement. Et c'est complètement fou d'ailleurs. Quand j'ai découvert ça, je suis restée stupéfaite. Donc j'ai beaucoup cherché. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais les anciennes cathédrales étaient bâties sur des anciens arbres sacrés en fait. Oui, ou des lieux sacrés. Des lieux sacrés, des méthodes. Chartres, c'est le cas. C'était le premier lieu de réunion des druides où on s'échangeait ses connaissances et il y avait des jugements aussi. Pour les druides qui se tenaient mal, c'était tous les druides de Gaulle qui venaient là, à Chartres. Donc il y a une puissance énergétique sur ce lieu-là qui n'est pas commune. Et on peut dire que classiquement toutes les cathédrales, y compris Notre-Dame de Paris, sont construites sur des lieux comme ça, y compris d'autres édifices religieux. De toute façon, aussi beaucoup de fêtes chrétiennes sur les anciennes fêtes celtiques ou scandinaves ou pas mal de choses comme ça. Tout à fait. Et tu parlais du latin, tu as été éduqué au latin par ton papa en fait Pas du tout, non. Enfin, mon grand-père m'avait dit il faut que tu apprennes le latin. C'est ton grand-père. Donc j'ai fait toute ma scolarité. Voilà, c'est ça. Lui, il parlait latin couramment. C'est ça. Et grec aussi d'ailleurs. Moi pas, mais latin ça me suffisait. Donc j'ai fait toute ma scolarité au lycée au latin. Et puis ensuite j'ai fait des études de littérature moderne et j'ai repris la version latine aussi. Voilà, donc j'ai fait 3 ans de latin supplémentaire, ce qui veut dire que... Voilà. J'ai étudié pas mal de textes. Tu as été ensuite avocate, donc pendant près de 30 ans. Oui. Et il y a eu un événement qui s'est passé qui a révélé quelque chose, c'est l'histoire de l'ascenseur au tribunal de grande instance de Draguignan. Ah oui. Où c'est vraiment quelque chose de très particulier qui était arrivé, où vraiment tu en parles par rapport à l'espace-temps. Donc tu peux nous parler un peu de cet épisode qui t'a marqué, je pense, et puis ton client aussi l'a marqué, qui était pharmacien. Moi j'ai été très surprise, mais surtout mon client a été très marqué. Il a eu peur, carrément, quand il s'est rendu compte que c'était... Parce que sur le moment on ne se rend pas compte. Non, c'est après, quand on voit qu'il y a quelque chose qui colle pas. C'est l'ascenseur en fait qui n'avait pas lieu d'être en fait. Je vais expliquer en fait. On est arrivé de Paris et puis comme on trouvait pas de place dans la ville, on a pris le parking du palais de justice qui était tout neuf à l'époque, pratiquement neuf. Et
Normalement, on n'est pas des personnels du palais, on n'est pas attaché au palais de justice. Mais bon, je suis auxiliaire de justice, je lui dis allez-y, sinon on va jamais y arriver, on est déjà à la bourre. Bon, bref. Et on prend un ascenseur qui comme tous les parkings, il y a des ascenseurs. Donc là, il y en avait un, on s'est garé au plus près d'ailleurs, du petit hall où il y a l'ascenseur. On monte, on fait notre audience, on redescend. Et il s'était passé quelque chose d'ailleurs en montant. C'est quand on était arrivé à l'étage du tribunal, les portes s'étaient ouvertes et il y avait un homme qui était là. Qui devait avoir 40-45 ans, qui était brun, je m'en souviens bien, et il m'avait regardé d'un air ironique. Et moi, j'étais convaincue que c'était parce qu'il connaissait pas ma tête et qu'il avait compris que je faisais pas partie des personnels du palais. Oui, c'était le personnel du palais, ouais. Voilà. C'était réservé au personnel du palais. Voilà, c'est ça. Et comment était-il habillé, tu te rappelles ? Classiquement, rien de spécial, j'ai pas le souvenir précis, mais enfin il avait rien d'extraordinaire, hein. Il était habillé normalement, certainement, sinon ça m'aurait attaché l'œil. Alors c'était dans un petit hall qui était éclairé par la lumière du jour, parce qu'il y avait des briques transparentes, vous savez, voilà. Et puis bon, après je me souviens, quand on discutait avec mon client, on a atteint cette fameuse porte noire, qui donnait sur le grand hall des pas perdus. J'avais l'habitude en plus de cette porte. Oui, j'étais déjà venue ici, donc bon, ça me posait pas de problème. Puis, mais j'ai un blanc, quand on va revenir et qu'on va plus retrouver l'endroit, parce que c'est exactement ce qui va se passer, mon client comme moi ne nous souvenons pas ce qui s'est passé entre la porte noire et le petit hall qui était éclairé à la lumière du jour. On va essayer de se souvenir, parce qu'on va chercher cet ascenseur pour revenir. On va retraverser, on va faire le chemin inverse, on va passer la porte noire, puis ensuite c'est le bazar, parce qu'on ne reconnaît pas les lieux ni l'un ni l'autre, on ne retrouve pas les ascenseurs, il y a des ascenseurs qui montent mais pas qui descendent. Donc ça va vraiment nous poser problème, parce qu'on n'arrive pas à se souvenir. Et puis du coup je vais aller voir l'appariteur qui est à l'entrée du tribunal, je vais demander, et le gars me dit c'est pas compliqué maître, il n'y a pas 36 ascenseurs, celui qui est le bon et qui descend au parking est devant vous. J'ai dit on n'est pas monté par celui-là. Le gars me dit écoutez, je suis là depuis le début du tribunal, il n'y a pas 36 ascenseurs, je peux vous le confirmer, c'est celui-là. Le tribunal, tu avais fait des recherches pour voir si dans un ancien temps cet ascenseur aurait pu exister. Non. Non, mais je parle, il aurait été détruit et puis. Je pense pas que ce soit ça. Mais par contre, à Draguignan, il y avait des choses un peu bizarres qui se passent dans les sous-sols d'Avignon. Hein, c'est un peu comme la place de Réformée. J'en sais rien. Si c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt en dessous que ça se passe, pas à la surface, d'après ce que j'ai pu voir. Puis il y a quand même pas mal de phénomènes observés dans le ciel. Draguignan, c'est une ville quand même assez spéciale. Donc finalement, on n'a pas retrouvé cet ascenseur, on a pris celui que l'appariteur nous indiquait, et là où ça s'est gâté, où là mon client a paniqué, parce qu'il n'a pas compris, c'est quand on est arrivé dans le hall de l'ascenseur, moi j'ai pris tout de suite, quand on était dans le sous-sol, en voyant le nez de la voiture de location, la voiture qu'on avait louée, que il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'on n'était pas passé avec le même ascenseur pour se retrouver au même endroit. Mais lui, il voulait rien savoir, c'était pas dans sa logique, donc il a fait le tour du parking en courant, en cherchant le deuxième ascenseur qu'il n'a évidemment jamais trouvé. Et j'avais beau lui dire, mais c'est pas logique, monsieur. Vous voyez bien qu'on est dans le même hall, que la voiture elle est à la même place, donc mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il me demandait ça, mais j'en sais rien, moi, j'avais une petite idée. Mais lui qui avait la trouille en avion et qui m'avait agrippé le poignet à l'aller comme pas permis, au retour il m'agrippait pas le poignet, mais toutes les 20 minutes j'entendais. Mais enfin maître, vous n'avez pas une idée de ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Par la suite, tous les ans il vous écrivait. Il m'a écrit mes vœux et il me disait vous vous souvenez de l'ascenseur ? Ça je m'en souvenais, oui. Alors, inexplicable, sauf à ce qu'on soit passé, je peux l'expliquer comme ça, et ça vaut ce que ça vaut, parce que scientifiquement, ça vaut que dalle, c'est qu'il y aurait des lignes temporelles avec des structures de création qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Ce qui s'est passé, je vous racontais, à Liverpool, la librairie Waterstones, par exemple, où c'est des cas flagrants, quoi, où tu as carrément, c'était en fait un ancien, une personne était rentrée et en fait il était passé dans les années 50, 60, et où c'était devenu Crips. Oui, je m'en souviens bien, mais je l'ai raconté. Voilà, tu l'as raconté. Mais mais c'est assez fort, quoi. Je pense que c'est un truc dans ce goût-là, et c'est quand même très troublant. Et c'est vrai que j'ai pas eu la trouille, on peut pas dire ça comme ça, mais ça m'a mis très mal à l'aise. Tu étais dans un état second, ça m'a mis mal à l'aise. Ouais. Oui, je comprends.
C'est très étonnant quand on n'arrive pas à maîtriser quelque chose qui est profondément illogique, sur lequel on n'a pas d'explication. Mais c'est pas la première fois que j'ai des trucs où il m'arrive des trucs bizarres où j'ai pas d'explication, et notamment un missing time que j'ai eu une fois en plein supermarché, et ça m'a profondément marqué pendant plusieurs jours. Oui. Et il t'est arrivé quoi du coup? J'étais à la grande épicerie du Bon Marché, qui était un grand magasin chic, qui était un supermarché chicos, à côté de la rue du Bac d'ailleurs. Je venais d'aller prier à la chapelle de la rue du Bac, et c'était un samedi, j'avais rien dans le frigidaire comme d'habitude, j'étais avocate à l'époque, donc j'avais pas souvent le temps de faire les courses, et je vais faire mes courses, et je repère tout de suite, en arrivant dans le supermarché, quelqu'un de minuscule. C'était une femme, et de dos, elle avait l'air très jeune. Mais elle était super bien habillée, mais toute petite, 1m40, 1m35, enfin c'était ridiculement petit. Et quand je la dépasse et que je regarde la tête qu'elle a, je suis stupéfaite parce c'est une vieille peau, elle est très laide, et elle a rien à voir avec le derrière. Enfin, derrière ça fait jeune, devant c'est pas ça du tout. Bon. Puis je passe mon chemin, je fais mes courses, et à la caisse, c'est le moment de payer. Il y avait une grande file parce qu'il y avait beaucoup de monde le samedi, et j'étais derrière un jeune homme assez grand d'ailleurs, et à ce moment-là se pointe la toute petite naine là, et elle essaye de me coincer, et pour me passer devant. D'accord. Et moi je veux pas, parce que moi si on me demande pas, on a beau être pas jeune, et ça passe pas, donc je me serrais au plus près sans toucher l'homme qui était devant moi, pour pas qu'elle passe. En me disant, ma vieille, si tu me demandes, je te laisse passer, si tu me demandes pas, tu peux toujours courir. Et finalement, elle m'a rien demandé, et j'étais donc très concentrée sur mon affaire pour pas la laisser passer. Et d'un seul coup, j'entends la caissière qui me dit, alors madame, qu'est-ce que vous faites? Avancez, c'est votre tour. Et la stupéfaction, il n'y a plus l'homme devant moi, mais je vois la petite bonne femme qui était très bien proportionnée, toute petite, qui était en train de remballer ses courses, qui m'avait donc doublé sans que je m'en aperçoive, et qui était en train de remballer ses petites affaires, et qui m'a jeté un regard, l'air de dire, t'as vu ce que je suis capable de faire? Et ça a été l'enfer, parce que j'imagine que j'ai perdu 5-6 minutes, 7 peut-être, en pleine... Alors j'étais très concentrée sur ce que je faisais, je voulais pas qu'elle passe. Et ça veut dire que cette personne a eu la capacité de me neutraliser le cerveau. Voilà. Et ça, pendant 8 jours... Ce qui se passe souvent au niveau OVNI, ce qui passe... Pendant 8 jours, ça m'a perturbé au plus haut point. Parce que ça, c'est insupportable. J'ai compris que j'avais perdu le contrôle de mon esprit. Quelqu'un l'avait pris à la place, et que ça peut arriver. Ça, j'ai été bien plus perturbée que le coup de l'ascenseur. Le coup de l'ascenseur, c'est de la bricole à côté. Oui, parce que là, c'était vraiment... Tu avais quelqu'un vraiment... qui s'introduisait en fait dans cette réalité-là, quoi. Ah oui, oui. Carrément, parce que alors, là, le bonhomme que tu as vu, il était juste là, mais en retrait. Oui, puis là, il n'a pas parlé, il n'a pas fait de remarques. Elle a agi quand même. C'est ça. Elle a agi en me squeezant le cerveau, parce que j'ai pas d'autre solution. À moins que j'ai eu une amnésie, ce qui est la seule de ma vie qui ne soit jamais arrivée d'ailleurs, parce que je n'ai jamais eu de problème amnésique. Je ne souffre pas de troubles quelconques, j'ai pas de tumeur au cerveau, j'ai rien de tout ça. Donc il n'y avait aucune explication logique et rationnelle pour expliquer ce missing time en plein supermarché, un samedi où il y a tout le monde. Et c'était il y a combien de temps? Ça m'est arrivé il y a... C'était au début des années 2000, je pense. D'accord. Ouais, c'était il y a pas loin d'une vingtaine d'années, à mon avis. Et il t'est arrivé d'autres styles de choses dans le même style ou... À ce point-là, non. Non, pas à ce point. Mais j'ai vu des trucs bizarres. Si, une fois, j'ai vu un truc, et avant de quitter Paris, tiens, il y a 4 ans, c'était en plein hiver, j'étais dans le 16e boulevard Murat, près de la porte de Saint-Cloud. Il faisait un froid de canard, donc, et en plus, il y avait un vent froid. Et je vois arriver face à moi un gars habillé avec une chemise hawaïenne bleue, un short, comme s'il allait à la plage, les tongs et tout. Je me dis, c'est un grand malade celui-là. Il devait avoir une 40aine d'années. Bon, je me dis, ils sont pas tous enfermés. Et puis, ça m'avait tellement stupéfaite que je me retourne tout de suite pour le regarder partir, quoi. Il y avait personne. Il y a que moi qui l'ai vu apparemment. Donc ça, c'était un peu spécial aussi. Il sortait du bateau de l'amiral Byrd. En tout cas, c'était surprenant. Je me suis dit, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? Ouais. C'est des fractions de... Ah oui, ça a duré 30 secondes, quoi. Le temps que je le vois passer, je le vois arriver.
J'étais dans mes pensées, je le vois arriver, je suis surprise, je me retourne, il n'y a plus personne. C'est un peu comme ce que tu avais raconté, où une dame dans un jardin, ça s'obscurcit, il y a comme une éclipse, et puis quelqu'un veut lui parler, très bien habillé, d'une autre époque, et qui après le soleil revient. Oui. La personne disparaît. Quoi. Oui, c'est ça. Le même genre je sais pas ce qui s'est passé. Je suis incapable de l'expliquer en tout cas. Donc tu as fait beaucoup de sujets, aussi sur tout aussi ce qui est lié aux ovnis, ce qui est lié à l'Atlantide. Qu'est-ce qui t'a attiré par exemple par rapport à Edgar Cayce et l'Atlantide? Enfin justement, on parlait, je pense à l'amiral Byrd, on parle de la Terre creuse, de Raymond Bernard, ce genre de choses-là. Ça t'attirait depuis longtemps aussi ce thème-là, de ce qui est lié à l'Atlantide? Depuis que je suis petite, l'Atlantide, je sais pas pourquoi. Il y avait eu un bouquin quand j'étais gamine, qui était sorti, je me souviens plus qui avait écrit ça, et qui parlait de l'Atlantide. Et ça, c'était chez mon oncle et ma tante. Et quand j'ai vu ce livre, moi j'ai lu très jeune, je savais lire avant d'entrer à l'école maternelle, lire couramment, et sans images. Je sais pas pourquoi, mais enfin j'étais en avance. Et l'Atlantide, ça m'avait attiré l'œil, ce bouquin. Donc comme je lisais tout ce qui il me tombait sous la main, je devais avoir 5-6 ans à l'époque, j'ai bouquiné le truc et j'ai trouvé ça. Avec les derniers jours de Pompéi, ça m'a complètement stupéfiée. C'est les 2 bouquins que j'ai lus chez cet oncle et cette tante qui m'ont complètement passionnée. Et c'est resté dans ma tête, le mot m'avait résonné dans la tête. Et puis après je me suis intéressée raisonnablement sans plus à ça, jusqu'à ce que je m'y intéresse de plus près, quand j'ai effectivement eu l'occasion de découvrir Edgar Cayce. Et j'ai trouvé que cet homme était absolument fabuleux. Ses capacités étaient fabuleuses, c'est pour ça que je me suis permis de raconter son histoire, parce qu'on connaît bien en général ses capacités, mais assez peu l'homme. Cet homme simple, pas cultivé particulièrement, et qui a été capable de faire des choses absolument extraordinaires. Et les lectures qu'il a faites, c'est-à-dire ce qu'il recevait de ses patients comme information, je pense qu'il avait une capacité à capter les lignes temporelles de chaque personnage et ses incarnations, c'est absolument extraordinaire. Et il se trouve qu'en recoupant différentes sources concernant l'Atlantide, qui viennent souvent par médiumnité, mais également très curieusement par des contactés à qui des êtres disant être extraterrestres, stellaires. Ah non, dans des rencontres rapprochées. D'accord. Par exemple, c'est très clair dans l'histoire de Roselyne Palaccio, et c'est une histoire que j'ai racontée dans mon livre, dans mon premier bouquin. Elle raconte sa première vie en Atlantide. On lui a rajouté une mémoire, en fait. On lui a restitué une mémoire. Et elle raconte sa vie en Atlantide. Et très curieusement, il y a des choses qui sont corroborées. C'est très étonnant, parce qu'il y a plusieurs sources, quelles qu'elles soient, qui évoquent d'une manière directe ou indirecte l'Atlantide. Bien sûr. Donc je pense que ce continent a existé. Stan Hall avait écrit sur l'Atlantide aussi. Il avait fait des recherches dans les vallées de Los Tayos, c'est ça, pour chercher des trésors, avec pas mal de choses comme ça. Et, aussi lié à l'Agartha, et l'histoire de l'amiral Byrd, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est un glissement sur... je vais vous dire, moi ce que je pense, c'est que chaque planète a plusieurs dimensions. C'est sphérique, et il n'y a pas les mêmes espaces-temps. Voilà. La Terre, par exemple, a 6, 7, peut-être plus, j'en sais rien, ou moins. C'est lié au pôle sud. Et de temps en temps, il y a un glissement. Il y a des endroits où on peut glisser. Et je pense que Byrd, il a glissé au pôle Nord. C'est aussi bête que ça. Et ça, c'est pas une histoire de terre creuse. D'accord. Comme je pense que Buseji... On parlait Hans Beger, tout ça, enfin, les théories de terre creuse. Je pense pas que ce soit dans notre dimension. Il n'y a pas de creux dans la Terre de notre dimension. Je pense qu'on glisse sur une ligne d'espace-temps qui est différente. Et on se retrouve sur une autre Terre. Avec un autre programme. On parle des géants, tout ça, les géants de... Laurent Glosy, on parle de ça. Buseji, quand Buseji, voilà, je te demandais ce que quand il y a ce pensais, portail, on croit qu'on descend dans la Terre. Non, on passe une porte. Et hop, on se retrouve à un autre endroit. Alors ça relève du souterrain, mais souterrain dans quelle dimension? On peut se poser la question. C'est sûr. Et moi je pense que c'est une histoire de dimension et de fréquence. Je pense pas 30 secondes que ce soit dans notre matériel à nous. Voyez. Peut-être que tu avais entendu parler du livre de Laurent Glosy sur les géants et l'Atlantide, où il parle de ça aussi. Il semble qu'il y en ait eu, effectivement. Mais pas sur la dernière. Sur la dernière, apparemment, d'après ce que les gens racontent, il y avait plusieurs races, dont une race bleue d'ailleurs, qui était la race originelle.
Mais les géants, c'était avant. Il y a eu plusieurs Atlantides, en fait, semble-t-il. Et les géants s'étaient mus aussi, et puis d'autres endroits du monde. C'est ça. Et finalement, on peut rapprocher une partie de tout ce qui est Atlantide avec le thème des Vénusiens. On va dire, par rapport à tout ce qui est Grand Blond, tout ça, tu peux nous parler un peu, parce que tu as fait des émissions aussi sur les Vénusiens, sur Howard Menger, qui est un contacté, qui, comme beaucoup de contactés, ont eu des vies, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont eu un certain succès, mais ensuite, la retombée a été dure pour eux. Ah bah c'est toujours tragique pour les contactés américains. Comme dans ton dernier livre, exactement. Ils en ont pris plein la tête. En France, on se fout d'eux, on se dit qu'ils sont des allumés et puis basta. En Amérique, c'est plus grave, c'est-à-dire qu'ils sont surveillés. Ils ont quand même les services secrets sur le dos. Et que ce soit Menger, Adamski, mais je crois que Menger, il a bien douillé parce que il était beaucoup plus sensible et c'était un homme sincère qui cherchait pas à tirer profit de son expérience. Donc je crois qu'il en a été très affecté, il a été très ennuyé. Il le dit à la fin de sa vie dans une interview, je crois qu'il l'avait donnée à la BBC, on peut la trouver sur YouTube, c'est en anglais, mais on voit que lui et sa femme, ça n'a pas été une partie de plaisir, cette histoire de contact avec des Vénusiens. Alors reste à savoir si ce sont des Vénusiens aussi. Oui, parce que sur le coup, quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, ouais, ça marche. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est ça ? Puis après, je me suis dit, c'est peut-être comme la Terre, il y a plusieurs dimensions. Donc eux, ils viennent peut-être, et ça se pourrait bien, d'une autre dimension de leur planète. C'est-à-dire que nous, Vénus, on la voit d'une certaine manière, Mars, on voit d'une certaine manière, toutes nos planètes du système solaire, nous sommes la seule planète apparemment habitée, mais dans cette dimension-là, peut-être pas dans d'autres. Voyez ? Ce qui est assez drôle, c'est que le thème des Vénusiens, enfin leur façon de vivre, leur état et tout ça, se rapproche des Zoomites, un peu dans la même... Mais de toute façon, toutes les civilisations technologiquement évoluées qui ne sont pas de la race des gris, des manches, tout ça, sont des êtres qui décrivent des choses assez similaires. C'est ça. Avec des particularités quant à leur civilisation, quant à leurs occupations, parce que certains sont des scientifiques purs et d'autres ne le sont pas. C'est tout à fait autre chose. Mais il y a des points communs. Évidemment, je pense que toutes les civilisations technologiquement évoluées, qui ne sont pas de la race des raptors, si je puis dire, sont des êtres qui ont une spiritualité évoluée et une vie, des conditions de vie et des manières de vie qui sont tout à fait évoluées et qu'on retrouve donc de façon récurrente. Parce que Howard Menger, il avait sorti un vinyle qui s'appelait Authentic Music for Another Planet en 57, et c'est vrai que cette musique, alors je peut-être l'écouter, on ressent quelque chose au niveau vibratoire d'extraordinaire. On ressent une profondeur. C'est très particulier. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, mais bien sûr. Mais on ressent vraiment quelque chose de fort. Mais c'est très simple. L'explication, elle est dans le récit du contacté italien Maurizio Palaccio. Oui. Et à mon avis, ça devait être à peu près le même instrument. Dans ton premier livre. Ça devait être à peu près le même instrument. Et en fait, ce n'est pas de la musique. C'est de l'énergie, avec une mémoire. Donc ça touche l'âme, ça touche la personne. C'est pas un son comme nous, on fait bling bling bling, il y a une énergie, mais il n'y a pas une énergie informative. C'est pas ça fait plaisir, il y a des musiques qu'on aime mieux que d'autres, qui résonnent mieux que d'autres. Mais ces musiques-là, c'est pas la même chose. C'est pas fait avec les mêmes instruments, c'est pas la même musique. C'est parce que du cristal. Ça fait penser un peu à la gentilhommerie dans les légendes anciennes irlandaises où tu as ils rencontrent des personnes avec une musique pure, enfin une musique parfaite. Tout à fait. Je pense qu'il y a des gens qui étaient informés du son. Mais je pense que l'instrument du Saturnien, je crois que c'était un Saturnien de Menger. D'ailleurs, l'instrument était assez particulier aussi. Je pense que c'est la musique de l'instrument du Saturnien de Menger et celui de l'être du stellaire auquel a été confronté Maurizio Palaccio. C'est le même style d'instrument et ça produit la même vibration et la même musique. Ce sont des musiques qui enchantent en plus. Est-ce que le livre de Jacques Vallée, Passeportum Magonia, t'a inspiré, enfin justement par tout ce qui est fait, le mélange des faits et du phénomène ovni, ou qu'on retrouve aussi dans les thèmes des Amérindiens, où il y a ce rapport, comme le Mothman,
ou ce genre de choses-là, où il y a un rapport en fait entre les légendes dans l'ancien temps et le phénomène qui s'adapte à nous. Est-ce que Jacques Vallée, tu t'es intéressé à ça m'a beaucoup intéressé, ce qu'on dit Vallée et Sider, et Zürcher, Eric Zürcher aussi. Zürcher aussi, très, très ça m'a vraiment intéressé. Parce que je pense, je ne suis pas affirmative là-dessus, mais je pense que c'est une piste très juste. Ouais, hein. moi aussi. Mais ça, j'en suis absolument convaincue. C'est qu'il a, et Jung parlait de ça aussi, Carl Jung, oui. Il faisait le parallèle entre le phénomène ovni qui en fait agit en mimétisme avec notre psyché. Oui, tout à fait, ça s'adapte. Il s'adapte tout le temps à nos civilisations. Et on le voit par exemple dans les cas de l'Airship de 1897, où tu vois, ça s'adapte tout le temps, il se montre en fermier américain, et après ça disparaît. Et après réapparaît autre chose. Ah oui, non, je suis absolument. Ça, j'en suis convaincue. Je pense que le phénomène s'adapte et en fonction des. D'ailleurs, les gens qui sont retrouvés dans des vaisseaux qui racontent leurs trucs dans les années 50, 60, même 70, ils tombent sur des instruments à l'intérieur des vaisseaux qui ne sont pas futuristes. Oui. C'est souvent des trucs, des manomètres à la noix, ça, des très avec des gros boutons, comme des trucs de poste de radio. Qui s'adaptent à la psyché du témoin. Voilà. Suivant un scaphandrier, avoir des scaphandriers, par exemple quelqu'un qui est conducteur de train, qui voit des faisceaux lumineux, enfin il est habitué à ces faisceaux lumineux, le phénomène va pouvoir se montrer de cette façon-là pour s'adapter à notre psyché en fait. Mais c'est vrai que dans l'ufologie, ce n'est pas forcément relayé énormément, ce genre de choses. Non, mais moi ça me parle. Mais c'est vrai, moi aussi, c'est sûr. Ouais. Et justement, le phénomène du Botman, comme tu t'es intéressé à tout ce qui est lié aux Indiens, aux Amérindiens, on voit, pour point de plaisante, alors toutes ces créatures, tu peux nous parler de ces Priskers, les Priskers. Je suis en train de travailler là-dessus, à nouveau, parce que je recense des créatures ailées qu'on a trouvées un petit peu partout, et je vais faire une émission là-dessus bientôt. C'est l'homme mythe, dont parlait Vallée d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas que l'homme mythe, il y a des êtres volants, des sortes de dragons, des trucs, et je pense que ça sort d'un plan dimensionnel tout à fait particulier, avec une vibration assez basse, que les chamans, et notamment les chamans amérindiens. Une malédiction aussi. Oui, ça va relever de la malédiction dans certains cas, quand ils vont vouloir interdire un site aux Blancs, par exemple, ça va faire très mal. Hein. Mais je pense qu'il faut ces esprits-là, les esprits auxquels certains chamans font appel, pas tous, les chamans noirs, parce qu'ils sont très spécialisés, eh bien ils vont toucher ces plans de l'astral et ils vont ouvrir des portes. Et quand un lieu a été programmé, si je puis dire, pour ouvrir les portes à certaines choses, et pas une plaisante, mais visiblement il y avait une malédiction. Le ranch de l'Utah, c'est la même chose. C'est ça. Il y a un ranch en Arizona qui est absolument. C'est Navarro, Skinwalker. C'est exactement la même chose. Et je vais même vous dire, j'ai récemment dans Génération Cité d'Or évoqué dans un article la forêt de Cannock Chase, qui se trouve en Angleterre. Eh bien, c'était un ancien lieu druidique. Allez savoir si les druides n'avaient pas cette connaissance de ces plans où il y a des créatures particulières. Allez savoir, on n'en sait rien. Donc je pense que ce sont des connaissances que les chamans et sorciers des peuples premiers pouvaient avoir, y compris en Afrique. Et ils étaient capables d'ouvrir les portes. Ou les bons pots noirs qui ont œuvré, plutôt un peu dans le mal, par rapport à des femmes quadatulées, etc., ou même Blavatsky, je sais pas si tu t'intéresses à Blavatsky ou à la doctrine secrète. Je me suis intéressée, mais il y a 25-30 ans. Et il faudrait que je reparte là-dessus, parce que compte tenu de l'évolution de ma pensée et de mes connaissances, parce que plus je travaille, plus j'apprends, parce que moi j'apprends en même temps que vous, les uns les autres, ça me fait évoluer. J'ai laissé Blavatsky de côté, et maintenant je crois qu'il est temps que je m'y remette, quoi. Voilà. Donc, tout ce qui est lié à la théosophie, la Golden Dawn, c'est des choses qui t'ont intéressé. Ah oui, ça m'a beaucoup. C'est les premiers trucs sur lesquels je suis tombée. Bien sûr. Et parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Si il y avait le matin des magiciens. Ah oui, ça m'habite. Qui est le classique, Paul les bergers, Planète. Donc c'est sûr que il a été ils ont été un tremplin pour toute connaissance. Tu vois, il y a Peter Colosimo aussi, puis Raymond Bernard, il y en a beaucoup, puis Guittarade, plein d'autres. Guittarade, oui. Et tout ce qui est lié à les phénomènes de lieux sacrés, par exemple Montségur, Rennes-le-Château, ce genre de choses aussi t'a intéressé? Les Cathares, ce qui est lié au Qatar. Et d'ailleurs,
Je me demande si je finirais pas ma vie en pays Qatar. À chaque fois que je vais... On ressent une vibration très forte. Oui. Je m'étais déjà perdue au pied de Montségur dans les années 70. Ouais. J'étais avec mon petit ami de l'époque, on descendait, je sais plus où, à Aix-en-Provence. Je sais pas ce que j'ai fabriqué, c'est moi qui tenais les cartes. J'ai dû les lire à l'envers. Et à un moment, on se retrouve paumé. Et on voit sur un piton une immense forteresse en ruine. Et je lui dis, écoute, c'est très beau, on s'arrête. Et il me dit, on n'a pas le temps, on s'est déjà gouré. Et je lui dis, non, mais je veux voir. C'est tellement beau. Il me dit, écoute, on n'arrête pas de voir des trucs, des ruines. T'en as pas ma claque? Je dis, non, mais celui-là, il n'est pas comme les autres. Et on en regardait, puis il y a des gens qui sont venus se garer, parce qu'il y avait une aire où on pouvait pas se garer, mais où on pouvait se mettre sur le bord de la route. Il y a des gens qui sont venus et qui prenaient des tas de photos. Donc ils avaient l'air d'être au courant, donc j'ai demandé ce que c'était. Et on m'a dit Montségur. Et là, ça m'a complètement stupéfié. Et Montségur, j'ai retenu le nom, pourquoi? Parce que comme j'étais une fascinée de la comtesse de Ségur, ça fait gloum dans ma tête et je ne l'ai jamais oublié. Ce que je ne savais pas, c'est qu'après, je découvrirai autre chose concernant Montségur. Ségur, c'était le Sur, en fait, Montsûr. C'était lié au lieu. C'était un centre dur, en quelque sorte. Ouais, c'est très intéressant. Il y a aussi tout ce qui est lié aux ovnis. Est-ce que tu as découvert tout ça aussi par Jean-Claude Bourret? Je ne sais pas si tu écoutais ses émissions à l'époque. Pas de panique avec le premier livre de Jean-Claude Bourret sur les ovnis. C'est 74, ça a été une révélation, parce que comme j'en avais vu... J'ai découvert avec ça aussi. Parce que je l'ai vu, et en plus... j'en avais vu à 9 ans, mais j'ai revu des phénomènes très bizarres après. D'accord. Et l'année où le bouquin est sorti, 74, j'avais vu un truc bizarre aussi dans le ciel. Et quand le bouquin est sorti, j'ai sauté sur l'occasion. En fait, c'est le premier livre touchant à l'ufologie que j'ai bouquiné, soyons clairs. Moi, c'est pareil. C'est le premier. Et qu'est-ce que tu as vu, du coup, à ce moment-là, en 74, ou avant, comme phénomène? En fait, j'ai vu... J'habitais à côté du Parc des Princes. Et je crois qu'il était en construction à l'époque, un truc dans ce goût-là, où il allait être détruit, l'ancien parc allait être détruit, enfin bon. Non, je crois qu'il était en construction. Et je regardais le ciel, il y avait un beau ciel, et j'ai vu passer un truc il n'y avait pas de traînée. Le ciel était rose et ce machin-là était bleu-vert. Et c'était régulier de contour. Et c'est passé à une vitesse, mais le temps de le voir. Donc j'ai appelé maman en lui disant regarde. Elle me dit il n'y a rien. Bon, évidemment, c'est passé le temps d'un claquement de doigts. Et je me suis dit c'est quoi ce truc-là? Et j'ai jamais eu l'explication évidemment, mais je dirais maintenant que c'est un objet volant non identifié. Parce que c'est passé à une vitesse terrible. Et c'est le contraste de la. C'est-à-dire c'était très... Et les couleurs étaient très particulières aussi. C'était bleu-vert. Et dans le rose orangé du toujours différentes de ce qu'on peut voir en couleur. En couleur humaine, enfin une couleur normale, souvent les couleurs diffèrent. C'était un très joli bleu-vert, je ne sais pas dire si c'est bleu ou si c'est vert, et ça passait. Il n'y avait plus le soleil était couché, mais le ciel était rose-orangé. Donc je n'ai vu que ça, je ne pouvais pas le louper, et c'est passé à une vitesse terrible. Alors tu as étudié aussi, tu as été la seule d'ailleurs vraiment à dénouer un peu par rapport à Philadelphia Experiment. Oui, je me suis lancée, donc 3 heures d'émission qui vraiment sont intéressantes parce que tu as déjà démythifié que Tesla ne pouvait pas être là. Non. Voilà. Et puis on se rend compte que on se demande si cette expérience a vraiment existé. Enfin, il y a des tas avec Maurice Jessop, avec Bielek. On se demande bien si tout ça n'est pas une mascarade. C'est assez étrange. J'ai un énorme point d'interrogation parce que, en fait. Ça qu'on aimerait bien y croire. C'est très simple. La première fois que j'ai fait l'émission sur un média, j'étais convaincue comme tout le monde. Bien sûr. Et j'avais pas cherché. Donc j'ai gobé le truc et j'ai restitué. Très bien. Et puis, en refaisant la deuxième émission, voilà que je me rappelle le coup du chronoviseur en me disant tiens, il faudrait que je la raconte à nouveau cette histoire. Et c'est là que je me souviens que dans l'histoire du chronoviseur, j'avais parlé d'une machine à remonter le temps qui se trouverait à l'heure actuelle en Belgique, qui aurait été construite par Tesla. C'était l'exposition universelle du tout début du siècle à Paris, 1905-1904, je ne sais plus, je ne me souviens plus de la date.
et elle aurait été construite par Tesla. Je me dis, mais Tesla, bon Dieu de bois, il a quel âge? Donc je regarde sa date de naissance, et puis je regarde la date de Philadelphie. Je me dis, ça colle pas. Alors du coup, trop vieux, trop âgé. Je me dis, ce mec-là, on peut pas lui faire diriger un projet. Il était ruiné en plus. Bon, il avait pas de fric, machin et tout. Donc j'ai recherché. Et encore, j'ai pas tout dit dans l'émission parce que j'ai pas fini de traduire des tas de trucs en anglais que j'avais retrouvés de gens qui expliquaient que ça ne pouvait pas être possible. J'ai simplifié, sinon il y aurait eu 5 heures d'émission. Mais donc Tesla ne peut pas avoir fait partie du projet. Ça c'est clair et net. Et quiconque peut raconter autre chose. Et même l'Eldridge apparemment n'aurait même pas existé en tant que nom. Non, tout à fait. Il n'y a pas de. On n'a rien trouvé en fait. On n'a rien trouvé. Comme tu disais, souvent apparaissent des affaires, bon, bien qu'il y ait eu quand même des morts étranges au début. Enfin, des personnages. Il y a eu effectivement ce fameux projet d'invisibilité. Ouais. Il y a peut-être eu des choses qui ont été top secrets, mais il y a peut-être eu des choses qui ont été brodées aussi par la suite, par certains personnages, au-delà d'eux. Mais il y a quand même des indications et des éléments qui sont troublants. Donc, j'ai un énorme point d'interrogation avec ça. Mais je pense pas que ça a été au point qu'on nous l'a servi. Et mon talk, j'ai vraiment des doutes, carrément. Le projet Montauk, quoi. Ouais, bah oui, c'est vraiment plein au milieu d'un endroit ça, à mon avis, tout le monde le voit et tout. Ouais, qu'est-ce que tu avais pensé du film de 84, justement, où il y a l'actrice qui joue dans Robocop après Philadelphia expérimente. Bon, j'ai trouvé que c'était hollywoodien, ouais, c'était un peu, tout, point. Ouais. Ça nous résume le truc, puis c'est tout. Hein. C'était pas, ça n'a aucun intérêt particulier. Disons que ça a l'intérêt de donner une indication sur la chose pour que les gens aillent chercher s'ils en ont envie. Mais ils peuvent le gober tout cru et se dire que ça existait alors que ça n'existe pas. Bon, ça c'est un peu dangereux, mais ça c'est le propre des productions hollywoodiennes. Hein. Voilà. Alors ton premier livre, rencontre donc avec des humains d'autres espaces. C'est chez Temps Présent, édition GMG. Tu peux nous parler un peu comment s'est déroulé ce livre? Tu as 400 pages à peu près de... Oui, je ne m'en suis pas rendu compte parce qu'en A4, ça fait pas 400 pages. Ouais, c'est ça. Et je voulais faire 15 histoires, j'ai ramené à 10. J'ai contacté, en fait. Voilà, et je me suis dit, comme je me suis plutôt adressée dans ma tête à ceux qui n'y connaissent rien, je me suis dit, je vais plutôt, au lieu de leur parler de trucs qui font peur et affreux, genre Gris et compagnie, Mantide, insectoïdes en tout genre, je vais commencer par les beaux gosses, les belles nanas. Ouais. Et voilà, et j'ai retenu ces cas-là, parce que je les avais déjà racontés, puis il y en a que je n'ai pas raconté non plus, dont je vais parler tout à l'heure au repas ufologique de Toulouse, donc. Et j'ai trouvé que c'était bien pour commencer. Et ça m'a plu d'écrire ça, mais je ne pensais pas que j'écrirais autant. Voilà, donc j'ai essayé de faire fluide, parce que si j'écris en style UFO, je raconterai la même chose, certainement. Mais les cas sont très télégraphiques. Hein. C'est télégraphique, c'est pas agréable à lire. Donc si on veut faire découvrir quelque chose à des gens qui n'y connaissent rien et qui ont envie de s'y intéresser, autant le dire fluide. Et puis dans le pire des cas, s'ils ne croient pas à ce qui est marqué dans le bouquin, mais ils pourront tous se dire qu'ils ont lu un beau bouquin de science-fiction, et puis c'est tout. Voilà. Donc tu parles d'Alberco, de Pierre Monet. Pierre Monet qui a été connu un peu plus par la télévision, mais qui lui aussi a un peu été manipulé. Enfin, il a été extraterrestre. Il a été clairement manipulé, mais il s'en est rendu compte parce qu'il a refait de la résistance par rapport à ce qu'on lui demandait de faire. Il n'a pas tout fait. Il avait quand même conscience à un moment que ça allait bien. Souvent, ces entités leur demande de faire des choses incroyables. Je veux dire, même eux-mêmes, ils ne comprennent pas, quoi. Souvent, il y a souvent ce genre de choses. De toute façon, au niveau des messages, reviennent toujours les mêmes messages. Hein. Je pense que dans une certaine manière, à part deux, trois cas qu'il y a dans mon bouquin, tous les autres qui se sont fait approcher ont été manipulés d'une manière... Comme Betty Barney, on pense à la même chose avec les cartes, Valençol... Mais c'est évident. Tout le temps revient ce phénomène... Le sujet est manipulé, voire contrôlé dans certains cas. Valet parle du système de contrôle, c'est un peu ça. Moi, je suis convaincu à la fois, il y a l'ostentation, on parle Zurker, et les Wilness, c'est-à-dire que puis s'esquive. C'est-à-dire qu'il s'arrange toujours pour, en plus, choisir des fois des personnes qui sont plus ou moins... Mais l'observateur même d'un ovni est manipulé.
Ouais. Moi, je suis observatrice. Je le rêve éveillé, quoi. Mais plusieurs fois. Non, pas du tout. On vous fait vous retourner au bon moment. On vous fait sortir de la maison au bon moment. Et à chaque fois que je vois un truc, ça m'arrive immédiatement. Pourquoi ? Parce que je sors. Pourquoi je suis sortie à cette heure-là, dehors, à 3h du matin, comme ça m'est déjà arrivé pour tomber sur un truc ? Pourquoi j'ai oublié de fermer mes volets d'un seul coup à 1h du matin alors que j'ai la trouille ? Parce qu'entre les deux maisons, on n'est pas très à l'aise la nuit et tout le monde le sait, et même de jour. Il y a une maison derrière qui nous appartient où personne ne va. Ah ouais. Parce qu'on a toujours l'impression d'être observé. J'ai eu un fantôme qui se manifeste, qu'un petit garçon a vu entre ces deux maisons. Enfin, c'est pas très agréable. Pourquoi je vais me dire à 1h du matin, il faut que tu fermes tes volets, cocotte. Et là, ça c'était il y a 6 mois, je vois une lumière rouge qui vient vers moi. Panique à bord, j'ai vite fermé mes volets. Puis après, je me suis dit, t'es bête. Ça, c'est au bout de 5 minutes, je suis ressortie, j'ai fait une photo. Et donc, sur ma photo, c'était pas l'endroit où j'avais eu le truc, mais il y avait quelque chose qui était à un autre endroit du ciel, dans la même direction, et qui n'était pas rouge, et qui avait une forme oblongue. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu. Mais donc, pourquoi je sors à ce moment-là ? Pourquoi il m'est arrivé de me lever la nuit alors que je dormais profondément, pour changer de pièce quand j'étais à Paris, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'ouvrir la fenêtre de la salle à manger, de regarder, je voyais une lumière et hop, j'allais me recoucher et je me rendormais. Pourquoi je fais ça ? Ça n'a aucun sens. J'ai pas d'explication à ça. Mais c'est toujours au bon moment. Oui. Un jour, je me souviens, c'était il y a plusieurs années, je l'avais dit d'ailleurs à Antoine de Miasme, j'avais vu passer l'ISS. Parce que je vérifie toujours quand je vois un gros truc passer, ce que ça peut être, évidemment. Et c'était pour l'ISS, mais à côté du machin, c'était bien l'ISS, pardon, et à côté du truc, je voyais une sphère blanche qui suivait. Et je me suis dit, ça alors ? Et le lendemain, effectivement, il y a l'info qui est tombée, l'USS avait été approché par un objet. Ah oui, d'accord. Donc je l'avais vu à l'œil nu, mais là aussi j'étais encore sortie par hasard. Oui. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous en même temps. Donc ils t'ont donné rendez-vous. Donc j'ai le chic pour les rendez-vous avec ces trucs-là. Ouais. Mais bon, à part ça s'arrête là. J'ai pas le souvenir d'autre chose. Il y a eu aussi l'histoire dont on lit de Maurizio Cavallo, qui était approché par des êtres de Clarion. Oui. Tu peux nous parler un peu de ce cas. Et lui aussi, il a beaucoup souffert en fait, parce qu'il ne voulait pas du tout être en contact avec eux. Lui, il a été carrément contrôlé, il a été manipulé. Alors évidemment, comme la plupart de ces témoins, il y a un développement de la conscience spirituelle. Après, il change radicalement la plupart du temps. Et John Mack l'avait bien retenu, ça. La dimension spirituelle du contact et de l'abduction. Et lui, il a souffert parce qu'effectivement, il a rencontré des humains, mais au départ, ça n'a pas été de la tarte pour lui, parce que il s'est transformé quand même en zombie, il était malade comme un chien, il a cru devenir fou. Donc là, ça n'a pas été une expérience facile. Il y a des expériences qui sont beaucoup plus aisées, parce qu'en plus, ça a été dans le temps, son truc. Parce que vous savez souvent un contact qui est ponctuel, puis ça s'arrête là. Et là, ouais, ça continuait. Ça a duré un moment. On le harcelait, pour rester de l'harcèlement. Il n'avait pas le choix, il était sous cloche, le gars. Ça, il a quand même bousillé sa vie. Bon, il est sorti sur autre chose après, c'était bien. Mais bon, ça n'a pas été une partie de plaisir, ça c'est clair. Billy Mayer, aussi, là on parle des vrais pléiadiens, pas ceux d'Ashtar. C'est ceux qui est Fontel. Donc tu peux nous parler un peu de Billy Mayer, tu as fait une émission dessus aussi. C'était un type qui était quand même particulier, qui avait l'air tout à fait d'un original, genre Baba Cool des années 60-70 quand même. Mais je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense qu'il a eu effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai quand même étudié les films et les photos, et j'ai regardé les Américains quand même s'ils sont bien collés. Alors il y a eu cette histoire de faux, la fausse Sem Jazz, la photo truquée, manipulée, sortie d'une émission. Comme Adamski, tout ça. Il y a toujours ça retombe ça revient tout le temps. Regardez Romanek, on lui affichait une histoire de pédophilie aux fesses,
Il est en tôle pour 2 ans. Il nie les faits en disant que on lui a foutu ça sur son PC. Bon, n'empêche qu'il y est quand même. Donc ça se termine toujours mal. Billy Mayer a quand même failli se faire tuer. Billy Mayer a eu quand même les services sur le dos. Si ça avait été un 12 original qui se contentait de faire camper les joyeux drilles foutre soucoupe volante dans son pré, je pense pas qu'il aurait eu de la visite de cette nature-là. Je pense pas qu'il aurait été ennuyé. Je pense pas qu'on aurait essayé d'enlever sa fille. Il y a des fous aussi, hein. Mais ça faisait beaucoup à la fois. Et ce gars, il a jamais demandé de l'argent, il vivait dans des conditions quand même assez difficiles, il a eu sa baraque envahie, sa bonne femme, elle le supportait plus, avec ses enfants c'était l'enfer, pour eux à l'école, franchement, mais il y a eu quand même des films et des photos qui ont été étudiés de façon sérieuse, par des Américains, et notamment Wendell, qui est très connu et qui a mené plusieurs enquêtes, qui est un ufologue américain. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Je ne pense pas que Billy Mayer soit un fou complet. Alors, il y a peut-être quand même des choses qui sont un peu particulières. Hein. Peut-être qu'il était contrôlé pour raconter des âneries, ça c'est fort possible, parce que le coup de l'évangile de Jim Manuel, là, c'est quand même un peu particulier, pendant son séjour, sa quête au Moyen-Orient, c'est quand même assez spécial. Jésus l'extraterrestre, je veux bien, mais moi ça marche pas. Mais bon, c'est toujours comme ça pour les il s'arrange toujours pour faire passer le témoin pour plus ou moins fou, ou que ce soit complètement un peu fantasmagorique. Mais c'est volontaire par eux. Et je pensais au livre de Jimmy Dieu, je ne sais pas si t'as inspiré, c'était Le Monde étrange des contactés, 86, où il parle d'Adamski et tout ça. Je l'ai pas lu celui-là. Je l'ai, parce que j'ai racheté tous les Jimmy Dieu. Qui était un personnage très intéressant. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu. C'est un personnage Jimmy Dieu, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Mais très curieusement, celui-là, j'ai jamais lu. Et ce dont tu as fait le livre de Peter Knight, le Code Adamski, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Je suis pas rentrée dedans à fond, mais ça m'a intéressé. J'ai trouvé que c'était... c'est troublant, c'est très troublant. Et troublant. Roy Tines, qui lui se rendait compte. Mais il n'y a pas de hasard, moi je ne crois pas au hasard. Je pense que tout se recoupe plus ou moins. Je vois les synchronicités. Alors moi je ne suis pas une folle de synchronicité, il y en a qu'on voit partout. Moi je suis rationnelle quand même. Donc, mais en ce moment par exemple j'en ai un paquet que je trouve assez hallucinante. Et je dirais pas que je suis encore convaincue du truc, mais j'avoue que je suis troublée. Par exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé? Par exemple, on me dit un truc, je trouve immédiatement une photo, on m'envoie un message, mais dans la seconde, il y a immédiatement un truc qui valide. Information. Voilà. Donc ça, en ce moment, c'est en rafale, donc c'est un peu. Plus on pense à la synchronicité, plus on est attentif en fait, plus elles arrivent normalement. Moi je suis pas attentif du tout, donc ça arrive quand même, donc c'est surprenant. Non, je recherche pas ça. Il y a des tas de choses qui sont naturelles. Je vois des amis qui sont là-dessus. Moi je suis plus réfractaire. D'accord. Mais j'avoue que là en ce moment il se passe un truc et que ça me trouble. Voilà. Tu parles aussi de Robert L. et du professeur Hernandez, c'est pas le bon nom Hernandez, donc qui lui aussi avait des entités venues d'Andromède. Ouais. Voilà, c'est toujours des galaxies. Robert L., lui, ce sont des extragalactiques, ils viennent d'une autre galaxie qu'ils n'ont jamais citée. Ils ont dit simplement que c'était pas la peine qu'ils disent d'où ils venaient parce qu'on ne l'avait pas encore découverte, nous les humains. Bon, comme ça au moins c'est réglé. Donc ils n'ont jamais donné vraiment leur origine, sinon celle des extragalactiques. Pour Hernandez, oui, effectivement, on lui a parlé la stellaire lui a dit qu'elle venait d'Andromède, et c'était quand même assez troublant. Mais voyez ce qu'ils ont fait. Lui dirigeait quand même l'Institut de recherche nucléaire mexicain, c'était pas n'importe quoi, c'était pas n'importe qui le bonhomme. Il est quand même tombé sur quelqu'un qui va lui faire un petit tour en soucoupe avec ses copains pour lui montrer ce que c'est qu'une bombe nucléaire et ses effets. Je pense pas que ce type qui a eu tous les emmerdes du monde après, se soit amusé à briser sa vie personnelle et sa carrière.
s'il lui était pas arrivé un truc. À moins qu'il ait eu une pathologie soudaine, ça peut arriver. Mais enfin bon, en tout cas, c'est le truc déclencheur, ça semble être ça. C'est quand même très troublant. Et l'ufologue mexicaine qui l'avait rencontré avait fait un boulot de fond quand même qui était assez sérieux. Hein. Donc, ce cas est très méconnu, complètement méconnu. Timothy Goon en avait parlé, si j'ai bonne mémoire, dans un de ses bouquins, il me semble bien. Mais je suis pas sûre. Je sais pas où j'ai trouvé ça, en fait, je me souviens plus. Tu aimes bien lire des ouvrages en langue originale, enfin je veux dire, parce que beaucoup ne sont pas traduits. Ah bah moi j'ai une bibliothèque compliquée, et puis je trouve des PDF sur le net, et puis je traduis des bouquins. Les Apuniens, j'ai traduit ça. On m'avait envoyé une traduction de ça il y a 2 ans, un ami m'avait envoyé une traduction, c'était très mal traduit. Donc, il y avait des contresens, donc je sentais pas. Donc finalement j'ai trouvé le bouquin en anglais, et j'ai remis ça d'aplomb. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui t'intéresserait d'aller justement voir dans les réserves, carrément les rencontrer, tout ce qui est indien, tout ça, pour voir avec eux directement, un peu comme Jean Mallory a fait avec les Inuits? Moi je serais passionné par ça, mais j'ai déjà eu des contacts assez nombreux avec les Amérindiens. Oui, je sais. Voilà. Mais non, d'aller les voir vraiment. Si j'ai l'occasion de repartir au Québec, oui, je pense que j'irai faire un tour. J'ai quelques relations que je peux avoir là-bas. Ce sont d'ailleurs des ethnies différentes. Oui, parce que les Indiens c'est très particulier. Il y a des Iroquois. Ils sont tous un peu les uns les autres un peu en conflit des fois. De toute façon, ce sont des êtres humains. C'est ça. Donc, voilà. Mais enfin, au moins, il y a une chose ce qui est certaine, c'est qu'au Québec, conflit peut-être entre eux. Ancestral. Je ne suis pas rentrée là-dedans, mais leur problème, c'est d'avoir une reconnaissance de citoyenneté, de pardon et de restitution d'un certain nombre de leurs droits. Pour lesquels ils se battent à l'heure actuelle, qu'on leur pique pas leur territoire pour chercher du pétrole ou autre chose, ils ont raison. Moi je les soutiens à fond. Comme les Indiens guyanais, parce que nos Indiens, là, les Guyanais, on n'en a rien à foutre. On commence à en parler maintenant parce qu'il y a des gens qui ont commencé à en parler. Le peuple a commencé à se réveiller là-dessus, et puis les gens ont commencé à se monter. J'en ai rencontré il y a 1 an et demi des Guyanais, un petit chef, il m'avait beaucoup ému, cet homme-là. C'était un homme de la forêt. Il m'a fait de la peine. Parce que c'était son paradis perdu. Celui-là, il n'est pas très connu, ce chef-là, il ne parlait pas du tout français. Il avait une jeune femme qui était avec lui, qui était une fille de chef d'ailleurs, et qui était assez activiste et qui avait traduit. C'était un homme émouvant, et nous, c'est quand même des citoyens français, bon Dieu de bois. Qu'est-ce qu'on fait, nous hein? C'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve ça scandaleux. Personnellement, ça me choque. Voilà. Parce qu'ils ont une connaissance évidente. Ils ont une cosmologie, une cosmogonie, ils ont une connaissance des plantes absolument ahurissantes. Ils ont la connaissance des mondes. Les hommes médecine. Ils sont les mémoires, sont les gardiens de la Terre, les Amérindiens. Ils sont les gardiens des mémoires. Ils ont une vision quantique également de l'univers. Ils pourraient nous en apprendre sur des tas de choses. Bien sûr. Donc il faut les respecter et au moins les traiter comme d'autres êtres humains. Voilà. Ben oui. Aussi, tu as parlé de Rosset, le cas Rosset dont parlait Jimmy Dieu. Tu peux nous parler un peu de. Rosset, c'est fabuleux. Ça beaucoup. Ça m'a marqué, Rosset. Ça m'a marqué beaucoup. Rosset, c'est fabuleux. D'abord, elle est truculente, son bouquin. J'ai pas arrêté de me gondoler parce qu'elle écrit ça d'une telle manière qu'on voit un personnage fabuleux, truculent, simple, mais drôle. Et puis elle raconte des trucs, et je pense qu'elle n'a pas tout dit. Je suis persuadée que Jimmy Dieu, et en tout cas Guitarade, j'en suis convaincue, ont eu des confidences qu'elle n'a jamais restituées, et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu après faire un second livre, je pense. Mais elle n'a pas tout dit. Je pense qu'elle n'a pas pu le dire. Elle n'a peut-être pas eu l'autorisation de le dire. Mais je pense qu'elle a vécu une histoire. D'ailleurs, je ne doute pas 30 secondes de ce qui lui est arrivé, mais elle a vécu une histoire absolument fabuleuse.
Et moi, ça m'a passionné. Rose C, c'est une des contactées que j'ai préférées. Oui. On parlait tout à l'heure de Fontel, Ashtar. Qu'est-ce que tu en penses véritablement, toi, de ce dossier? Ashtar, il est né du New Age. C'est Van Tassel qu'on avait parlé à l'origine. Après, c'est parti en vrille. Et Ashtar, bon, je pense que c'est une intelligence. Il existe réellement, mais ça fait partie de ces groupes d'intelligence qui farcissent la tête des humains et qui leur piquent leur énergie. Parce que bon, j'ai une idée sur le sujet. Je suis pas très matrice au sens où beaucoup l'ont expliqué, mais je pense que nous vivons dans une sphère d'enfermement. La matrice artificielle. Non, je crois que c'est une création. C'est une création. Moi, on la retrouve dans les dialogues avec l'ange. Ah oui. Et il y a les clés dedans. En fait, c'est une expérience spirituelle, comme l'abduction. C'est très curieux ce que je vous raconte. Mais je le crois. Et là, je réfléchis vraiment beaucoup. Je pense que tout est lié. Et je réfléchis énormément. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à avoir les pièces du puzzle, à pouvoir le poser. Mais dans toute façon, dans tout ce que les uns et les autres ont dit sur la matrice, bon, il y a des choses que je ne partage pas du tout. Je pense qu'on peut en sortir en plus beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Mais il y a énormément d'informations justes, ça, c'est clair aussi. Mais c'est comme dans toutes ces théories où ça part dans tous les sens. Il y a des choses justes et des choses qui ne le sont pas. Voilà. Mais ça, c'est mon prisme à moi. C'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. Je peux me planter sur toute la ligne. Moi, j'ai bien conscience que tout ce que je raconte, parfois je suis convaincue de certaines choses, mais si ça se trouve, je suis une gourde finie. Bon, je crois pas, parce qu'il y a eu une évolution, j'ai quand même vérifié un certain nombre de choses, mais il y a certainement des trucs sur lesquels je me plante. Ce que je pensais il y a 20 ans, c'est pas ce que je pense aujourd'hui. Et même ce que je pensais il y a 2 ans, encore évolué. C'est-à-dire, j'ai l'impression de faire des bonds tous les 6 mois, moi. Il y avait un film bien avant Matrix qui s'appelait Invasion Los Angeles, enfin Zay Live, où le personnage met des lunettes, il se rend compte qu'il y a marqué obéit, consomme, tout ça. Est-ce que c'est un film qui t'a... Eh ben, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Comme mais ça, t'as vu le passage peut-être? Même non, pas. T'as pas vu ce passage-là? Alors celui-là, je l'ai zappé complet. C'était bien avant Matrix, c'était en 88, c'était bien avant Matrix en fait. Et tout le phénomène des Anunnaki, Zakara Sitchin, tout ça, moi j'ai vu Sitchin, pour moi ça tient, mais bon, avec des grands points d'interrogation aussi, mais l'hypothèse est intéressante. Et je crois qu'il y a eu ça effectivement, et que ça explique tous nos textes bibliques, et que c'est ça l'histoire, tout est lié, voilà. Mais ça explique une partie de la création, c'est pas la création. Et ce ne sont pas nos créateurs exclusifs, ça c'est clair aussi. Est-ce qu'il y a... Ils ont influencé certainement l'humanité pour la faire évoluer brusquement à un moment donné. Voilà, mais ça c'est... Voilà, c'est... Mais bon, il y a énormément de choses à dire. Peut-être que j'en parlerai d'ailleurs des travaux de Sitchin avec d'autres plus tard, parce que c'est beaucoup de temps et j'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a un cas d'OVNI qui t'a marqué plus que les autres et qui vraiment t'a posé de sérieuses questions au niveau métaphysique ou au niveau... à un niveau... tu t'es dit, celui-là... D'observation d'OVNI ? Dans tous les cas d'OVNI ou d'observation, de contacter, ou tout au moins de témoignage, quelque chose qui un cas qui t'a marqué plus que les autres. L'histoire de Linda Cortin m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez gonflé. Parce qu'apparemment, il y a quand même eu des témoins de ce truc-là, qui se sont manifestés auprès de Bud Hopkins, qui n'était pas un rigolo et qui a bien fait son boulot. Alors faire un truc comme ça au-dessus de Manhattan, ça fait beaucoup. Ça m'a vraiment impressionné. Parce que je pense que le cas est véridique, mais ça m'a beaucoup impressionné, parce que ça, c'est vraiment marqué le coup en disant on existe. Alors ce qu'il y a derrière, ce qu'a raconté Madame Cortil a l'air cohérent, effectivement, mais bon, c'est toujours le problème des contactés qui sont manipulés. Ouais. Voilà. Alors, on précise que ton dernier livre, la couverture est très jolie, elle est de Eric Yarza. Oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est une couverture très particulière, qui est bien dans ton univers. Cette histoire, en fait, je lui ai demandé, je l'ai vu la couverture dans ma tête, et je lui ai demandé de la reproduire. Je ne pensais pas qu'il le ferait aussi bien, parce qu'il a reproduit exactement ce que j'avais dans la tête. Et je le remercie infiniment.
parce qu'elle est très belle et je vous dis, c'est exactement ce que j'avais vu dans ma tête. Il est très très fort, il a été télépathe, il a lu dans ma tête. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Soyez curieux, mais soyez pas naïfs. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Très bien, merci beaucoup Elisabeth. Merci beaucoup. Très bien.